Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet universel qui nous concerne tous un jour ou l'autre. Comment réagir lorsqu'on nous insulte ou qu'on nous lance une pique, que ce soit en plein public ou dans des situations plus confidentielles. Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement en train de discuter. Tout va pour le mieux. Et soudain, quelqu'un vous lance une remarque assassine, peut-être pour vous ridiculiser ou pour se donner en spectacle. Dans ces moments-là, on aimerait tous avoir ce don d'improviser la réplique parfaite, qu'elle soit drôle, cinglante, intelligente ou simplement désarmante. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un art réservé à quelques élus. Nous allons voir ensemble qu'il existe des méthodes, des approches et même des recettes éprouvées qui permettent de gérer ce genre de situation avec panache, sans pour autant tomber dans l'agressivité gratuite ou la confrontation stérile. Et pour rendre le tout plus concret, nous allons illustrer ces méthodes par de nombreux exemples réels, historiques ou actuels, ainsi que par des anecdotes qui ont marqué l'histoire des répliques cinglantes, de Winston Churchill à des figures contemporaines comme Conor McGregor, en passant par des comédiens légendaires ou des séries télévisées cultes. Vous verrez que cette thématique, bien loin d'être superficielle, touche en réalité à des sujets fondamentaux, la confiance en soi, le respect mutuel, la communication, l'humour et même parfois la diplomatie au plus haut niveau. Commençons par l'idée qu'il existe plusieurs types de réponses à une insulte. La première catégorie, que certains qualifieraient de destructive ou brutale, consiste à renvoyer la balle à l'attaquant, souvent de façon spectaculaire. Ces répliques cassantes font le bonheur du public, déclenchent des éclats de rire et peuvent même vous hisser au rang de héros du moment si vous les sortez avec brio. Toutefois, elles ont un inconvénient majeur. Elles risquent de créer de la rancune chez la personne qui vous a insulté. Prenons un exemple historique très célèbre, Winston Churchill, qui fut Premier ministre du Royaume-Uni à 2 reprises, 1940 à 1945 et 1951 à 1955. Il était réputé pour ses répliques cinglantes. L'une de ses adversaires politiques, Lady Astor, lui aurait un jour lancé « Si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans votre thé ». Il lui aurait rétorqué « Et si vous étiez ma femme, je le boirais ». Cette anecdote, souvent citée, date probablement des années 1920 ou 1930 et illustre parfaitement le concept du renversement. Au lieu de se défendre en justifiant ses positions, Churchill accepte l'insulte pour mieux la retourner, créant un effet comique et humiliant pour la partie adverse. Mais n'oublions pas que c'est exactement le genre de réplique qui, même si elle est drôle, peut durablement froisser la relation. Une autre forme de riposte destructive consiste à ne pas nier l'insulte, mais à l'utiliser contre l'agresseur de manière presque auto-acceptée. Cela revient à dire « Oui, je suis coupable de ce que tu me reproches, et c'est précisément ça qui te rend ridicule. » L'humoriste Kumail Nanjiani, par exemple, s'est vu lancer une pique sur les multiples couleurs qu'il porterait. Il a répondu du tac au tac. « Oui, toutes les nuances du rouge à lèvres de ta mère. » C'est le même esprit que dans l'histoire attribuée à Winston Churchill. « Si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans votre thé. Si vous étiez ma femme, je le boirais. » On retrouve cette forme d'acceptation apparente. On ne contredit pas l'insulte. On la fait nôtre pour mieux la renverser et humilier l'adversaire. Encore une fois, cela peut beaucoup amuser l'entourage ou le public, mais risque de crisper les relations avec la personne insultante puisque la réponse est féroce. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle insulter l'insulte, plutôt que d'insulter la personne. Vous transformez ainsi l'attaque en relevant la pauvreté, la répétitivité ou le manque de créativité de la pique. Par exemple, lors d'un gala ou d'une cérémonie, si quelqu'un sort une blague déjà entendue 100 fois, on peut rétorquer « Félicitations,
C'est la 100e fois qu'on entend cette blague ce soir. Tu viens de gagner le record de la vanne recyclée. Ce faisant, vous n'attaquez pas directement la personne, mais la formulation ou la répétition de son attaque. C'est une technique qu'on a pu voir parfois chez Norm Macdonald, célèbre pour son humour pince sans rire. On touche ici à l'ego de l'attaquant, mais de manière plus subtile et sans être trop personnelle. Parlons aussi de la frontière délicate entre l'insulte sincère et la simple taquinerie. Dans nombre de cas, la personne en face de vous n'a pas l'intention de vous détruire socialement ou de vous humilier. Elle cherche peut-être juste à rigoler, à se vanter un peu ou à vérifier si vous savez vous défendre. Dans ces cas-là, il serait disproportionné d'appliquer une réplique destruction totale. Mieux vaut recourir à des stratégies plus sympathiques, voire jouer le jeu du retour de flamme, bon enfant, qu'on appelle parfois le tit for tat ou œil pour œil sous forme humoristique. L'idée, c'est de répondre sur le même ton, sans surenchérir. Si quelqu'un vous lance « Tu n'as pas vu le dernier Spider-Man ?» Sérieux, tu vis dans une grotte? Vous pouvez lui rétorquer « Et toi, tu n'as pas vu le dernier film du Faucon? Ah zut, il n'en existe pas. » Dans la vidéo dont nous nous inspirons, on peut voir ce genre d'exemple. Ce sont des taquineries croisées et souvent, l'échange se termine par un éclat de rire entre les deux protagonistes. La difficulté consiste à doser. Si vous montez trop le ton, vous risquez de blesser. Si vous n'en faites pas assez, vous donnez l'impression d'accepter passivement l'insulte. Un autre aspect, souvent oublié dans les échanges d'insultes ou de moqueries, c'est l'imagerie. Dans une insulte, l'utilisation d'images absurdes, décalées ou marquantes, peut faire toute la différence. Kevin Hart, humoriste américain né en 1979, est passé maître dans l'art de sortir des comparaisons loufoques ou exagérées pour répondre à des attaques sur son physique. Il traite l'adversaire de beanbag, littéralement un pouf, ou de personne au corps de femmes hollandaises, ce qui, visuellement, frappe l'imaginaire du public et suscite le rire. En apparence, on se dit « Quelle vivacité d'esprit, c'est incroyable ». Or, il est de notoriété publique que Kevin Hart prépare à l'avance certaines de ses punchlines, les recycle en fonction des situations et s'appuie sur quelques formules fétiches. Cela nous amène à un point important. La spontanéité affichée dans un échange cinglant est souvent le fruit d'une préparation ou d'un entraînement. Les plus grands maîtres de la répartie n'improvisent pas tant que ça. Ils maîtrisent un éventail de réponses types qu'ils adaptent à la situation. Pourtant, il existe aussi des approches beaucoup plus paisibles. Parfois, le plus grand signe de confiance en soi, c'est de ne pas répondre par une insulte. Au contraire, vous pouvez tracer clairement la limite et signaler poliment que vous ne souhaitez pas entrer dans ce jeu. Jordan Peterson, psychologue canadien très médiatisé depuis 2016, a parfois été confronté à des insultes déguisées sous forme de questions, notamment lors de débats télévisés. L'une des techniques qu'il emploie consiste à pointer du doigt l'intention désagréable de l'interlocuteur et à reformuler la question pour la rendre constructive. Par exemple, si quelqu'un lui lance « Vos conseils se résument à des banalités comme « Rangez votre chambre », il peut répondre « Il est assez difficile de répondre poliment à une question qui se termine par vos commentaires sont banals. Pourquoi ne reformuleriez-vous pas cela d'une manière qui suscite une vraie discussion ?» Ce type de réponse a l'avantage de montrer que vous n'êtes pas ébranlé, que vous détectez l'agressivité dans le discours, mais que vous choisissez de ne pas y répondre sur le même registre. Au contraire, vous renvoyez la balle à l'attaquant pour qu'il s'exprime de façon plus civilisée. Une autre façon de gérer les insultes, sans y répondre directement, c'est de rediriger l'attention vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Supposons que vous soyez dans un groupe et que l'un des participants vous attaque frontalement.
Vous pourriez interrompre brièvement pour dire « Je trouve cette remarque vraiment inappropriée. Peut-être devrions-nous demander l'avis de X sur le sujet principal. » Vous ne niez pas ce qui vient d'être dit, mais vous soulignez que cela n'a pas sa place dans la conversation, et vous orientez tout le monde vers un propos plus productif. C'est une technique particulièrement utile en réunion de travail ou en discussion professionnelle. Souvent, l'attaquant cherche l'attention. Lui retirer les projecteurs en quelques mots peut être la meilleure façon de désamorcer l'attaque. Sur un plateau de télévision, l'acteur Jonah Hill a déjà vécu des pics sur son apparence, notamment sur son poids, lors de certaines interviews. On lui a déjà demandé « Alors, tu restes toujours le gros d'Hollywood ou est-ce que les gens sont contents que tu sois enfin un peu en forme ?» Au lieu de partir dans une joute verbale ou un clash, il arrive parfois qu'ils répondent par un bref commentaire du style « Tu n'aurais pas une question un peu plus intelligente ?» puis qu'ils se tournent immédiatement vers l'animateur pour reprendre le fil de l'émission. C'est une manière de tracer la ligne rouge et de dire « Je ne vais pas répondre sur ton terrain ». Maintenant, abordons le cas où vous vous faites insulter dans un registre purement humoristique, voire affectueux, comme cela peut arriver entre amis proches. Le meilleur moyen de transformer l'échange en quelque chose de plaisant, c'est de répondre par une pique équivalente tout en gardant un sourire franc. C'est ce qu'on appelle le « tit for tat » amical. Rappelez-vous de l'exemple cité plus haut, où un ami vous reproche de ne pas avoir regardé le dernier blockbuster et vous renvoyez la balle avec une petite pique similaire. Dans ce type de situation, l'important est de créer la complicité dans le rire partagé. Si votre interlocuteur sourit de bon cœur, vous êtes sur la même longueur d'onde. Si au contraire vous percevez qu'il est sensible ou qu'il risque de se vexer, il vaut mieux calmer le jeu. Une anecdote amusante, l'acteur Finn Wolfhard, connu pour son rôle dans Stranger Things, sorti en 2016, s'est retrouvé dans une interview où on lui pose une question sur sa capacité à lire. Il répond du tac au tac, presque sans réfléchir, en demandant à son interlocuteur s'il sait présenter l'émission. C'est une forme de tit for tat spontanée qui a fait rire tout le monde sur le plateau. L'astuce, c'est de rester léger et de ne pas avoir l'air de régler un compte personnel. Par ailleurs, n'oublions pas une méthode extrêmement simple et souvent très puissante. Afficher un calme imperturbable et rigoler. Cela paraît contre-intuitif. Quand on se fait insulter, on a plutôt envie de répliquer ou de s'indigner. Mais le fait de rire sincèrement de l'attaque envoie un signal fort. Tu ne m'atteins pas, je trouve même ça drôle que tu essayes. Dans certains talk-shows américains, on a vu Norm Macdonald se faire attaquer sur son prétendu manque de culture ou ses supposés défauts d'hygiène de vie. Il éclate de rire de manière bon enfant, parfois en ajoutant « Oui, tu as raison, je suis vraiment lamentable ». Le public adore, parce que cela montre une grande décontraction. Historiquement, des personnalités politiques se sont parfois contentées d'un sourire amusé devant des attaques virulentes. Cela peut désamorcer complètement la tension. Imaginez un débat électoral. Un candidat en traite un autre de menteur ou de naïf. Si la cible rit et répond « C'est tellement mignon de me dire ça, vous avez d'autres blagues du même calibre », la dynamique peut basculer. Bien sûr, il faut savoir doser l'arrogance et la confiance en soi. Un rire forcé ou trop provocateur peut être mal perçu, mais quand il est authentique, il montre à quel point vous êtes au-dessus de la situation. Cela nous amène à la notion de confiance en soi et de charisme. Beaucoup pensent qu'il faut un bagage exceptionnel ou une grande intelligence pour apprendre à répondre efficacement aux insultes. En réalité, il suffit souvent d'un peu de préparation et d'une bonne dose de confiance. Lorsqu'on se sent inébranlable, on peut accueillir la provocation avec un certain détachement qui renvoie l'attaquant à ses propres contradictions. Si, au contraire,
on manque de confiance, on a tendance à se sentir blessé ou à réagir de façon disproportionnée, ce qui nous dessert. Le but n'est pas de se transformer en machine à vanne, mais de parvenir à un état d'esprit où l'on sait qu'on peut se défendre si besoin, tout en restant fidèle à ses valeurs. C'est d'ailleurs ce que la vidéo originale souligne, en affirmant que l'idéal, c'est de développer une profonde confiance en soi pour que nous n'ayons plus besoin de ruses ou de trucs mémorisés. La répartie ou la mise au point viendront alors naturellement. Au fil des époques, des penseurs et des philosophes ont insisté sur l'importance de l'assurance personnelle dans le combat verbal. Le philosophe grec Aristote, dans sa rhétorique, parlait déjà de l'art de persuader et de l'importance de l'éthos, c'est-à-dire l'image que le locuteur renvoie de lui-même. Cicéron, grand orateur romain, maîtrisait à la perfection la réponse cinglante, mais il répétait l'importance de l'humour bien dosé, capable d'attirer l'adhésion plutôt que le rejet. Au XVIIe siècle, Madame de Sévigné, dans sa correspondance, relatait des joutes verbales savoureuses à la cour de Louis XIV, où savoir manier l'esprit était un atout majeur pour échapper aux intrigues. Dans le même esprit, Voltaire était réputé pour ses traits d'esprit fulgurants face aux attaques de ses détracteurs. À chaque époque, la forme diffère, mais le fond reste. Répondre avec panache est un art qui attire l'admiration, mais qui peut aussi créer des tensions irréparables si l'on s'en sert de manière systématiquement agressive. Jetons un œil plus poussé à certains exemples liés au talk show et au spectacle de stand-up, parce qu'ils offrent souvent un échantillon de répliques incroyables. Sur Comedy Central, les roasts, organisés depuis les années 2000, invitent un panel de célébrités à se moquer allègrement de la star du jour. On y a vu des moments cultes, comme la confrontation entre des comédiens qui rivalisent d'ingéniosité pour se lancer des piques. Or, la plupart de ces joutes sont préparées à l'avance, même si elles ont l'air spontanées. Cela prouve qu'une bonne répartie tient beaucoup à la préparation. Don Rickles, surnommé le marchand d'insultes aux États-Unis, en avait fait sa marque de fabrique dès les années 1950. Son secret ? Une mémoire phénoménale, un sens inné de l'observation et un stock de formules toutes prêtes, adaptables à chaque situation. Les spectateurs adoraient le voir ridiculiser Frank Sinatra ou Ronald Reagan, qui jouaient le jeu en riant de bon cœur. Quand tout le monde est d'accord, l'insulte devient un numéro de cirque, un jeu entre l'attaquant et la cible. Mais attention, hors de ce contexte, ça peut vite devenir blessant et mal vécu. Dans le sport, les conférences de presse de boxe ou de MMA sont aussi le théâtre de ce genre d'échange. Mohamed Ali, dans les années 60 et 70, était célèbre pour son trash talk légendaire. Il déstabilisait ses adversaires non seulement par son talent sur le ring, mais aussi par ses piques et ses rimes insultantes lors des interviews. On se souvient de ses joutes verbales avec Joe Frazier ou George Foreman, qu'il qualifiait de gros ours ou de moches, avec un certain lyrisme. Conor McGregor, qui a rejoint l'UFC en 2013, perpétue cette tradition du trash talk spectaculaire. Ses répliques sont parfois préparées, parfois spontanées, mais toujours prononcées avec assurance, ce qui lui confère un charisme certain aux yeux de ses fans. L'exemple cité plus haut, où il répond à Jeremy Stephens par « Who the F is that guy ?», fait rire la salle et le public en ligne parce qu'il retourne complètement la situation à son avantage. Encore une fois, c'est l'incarnation du high status reframe, faire comme si l'autre n'existait pas ou n'avait aucune importance. Cela peut consolider l'image de conquérant du champion, mais accroît la haine de l'adversaire. En revanche, si vous ne souhaitez pas entrer dans la guerre des nerfs, il y a la possibilité de répondre à l'insulte par un compliment, mais attention, c'est une arme à double tranchant. Dire à quelqu'un qui vient de vous attaquer « Merci, c'est gentil d'être aussi préoccupé par mon apparence »
peut parfois désamorcer l'agressivité, mais peut tout aussi bien sembler sarcastique. Tout dépend du ton employé. Dans l'histoire, on a vu des diplomates choisir cette voie pour éviter l'escalade. Au Conseil de sécurité de l'ONU, certains représentants ont déjà utilisé l'humour pour répondre à des accusations, en remerciant leur opposant pour l'attention qu'il leur portait, tout en tournant l'attaque en ridicule. C'est subtil, et cela exige un certain talent d'orateur pour ne pas verser dans l'ironie méprisante. Parfois, la meilleure réponse, c'est tout simplement d'ignorer l'insulte et de ne pas lui donner d'importance. Beaucoup de maîtres en communication conseillent de ne jamais nourrir le troll, pour reprendre une expression popularisée par l'essor d'Internet. Quand quelqu'un cherche à vous provoquer juste pour le plaisir, pour obtenir une réaction, il n'y a rien de plus frustrant pour lui que votre silence. Toutefois, ignorer demande une vraie maîtrise de soi. Dans un contexte de discussion directe, en face à face, on peut se sentir obligé de répondre. Mais si vous réussissez à demeurer calme et silencieux, l'attaquant peut vite perdre sa contenance et se sentir ridicule. À ce propos, on raconte que l'empereur Napoléon Bonaparte, 1769 à 1821, pouvait parfois se montrer glacialement silencieux devant certaines critiques, forçant l'interlocuteur à se justifier ou à se rétracter. Ce n'est pas toujours applicable dans la vie de tous les jours, mais c'est un levier à connaître. À cette étape, vous vous demandez peut-être « Mais dans la vie de tous les jours, à quoi me sert-il de savoir lancer des répliques qui tuent ?» Tout dépend de vos objectifs. Si vous êtes souvent exposé à des environnements compétitifs ou conflictuels, un milieu de travail tendu, des négociations commerciales, des débats publics, ces techniques peuvent vous éviter de perdre la face. Elles peuvent aussi vous aider à marquer votre territoire, à montrer que vous ne vous laisserez pas marcher dessus. Dans un autre registre, si vous aimez simplement l'humour et la convivialité, savoir répondre du tac au tac peut nourrir des échanges joyeux avec vos amis, à condition de ne pas franchir la ligne du respect mutuel. Cela peut aussi vous être utile pour désamorcer des situations potentiellement agressives. Une réplique bien choisie, qui fait rire tout le monde, peut ramener l'atmosphère à quelque chose de plus détendu. Mais gardez toujours à l'esprit que l'humour est une arme puissante qui peut blesser profondément si elle est mal utilisée. Comme le disait Mark Twain, 1835 à 1910, l'humour est l'élément le plus humain de la vie. Il peut nous rapprocher, mais aussi nous éloigner. Maintenant, place à la conclusion. Vous l'aurez compris, la maîtrise de la répartie n'est pas seulement un amusement ou un ornement social. C'est un moyen d'affirmer vos limites, de protéger votre estime de vous-même et, dans certains cas, de briller en société. Que ce soit dans un cadre professionnel, dans une soirée entre amis, sur les réseaux sociaux ou lors d'un débat public, savoir répondre à une insulte peut changer la donne. Imaginez le sentiment de satisfaction lorsque vous sortez de la situation plus fort, avec le soutien implicite ou explicite du public, et sans vous laisser miner par l'agressivité d'autrui. En vous inspirant des techniques passées en revue, vous pouvez rapidement faire des progrès. Certes, vous ne serez peut-être pas Winston Churchill du jour au lendemain, ni même Kevin Hart, mais vous développerez un sens de la répartie qui vous ressemble et qui vous servira dans nombre de circonstances. N'oubliez pas que la clé ultime, c'est de développer cette confiance en vous qui vous permettra de ne pas prendre les insultes trop à cœur. Quand on se sent en paix avec soi-même, on peut même trouver de l'humour dans les attaques les plus blessantes ou simplement s'en détacher sans ressentir le besoin de renchérir. Et si vous souhaitez aller plus loin, des programmes de développement personnel ou de coaching en charisme existent, qui vous aideront à progresser plus vite. L'essentiel, c'est de franchir le pas et de se dire « Oui, je peux apprendre à me défendre verbalement,
je peux m'exprimer de façon posée, confiante et amusante. Avant de nous quitter, je vous propose un petit exercice mental. Repensez à la dernière fois que quelqu'un vous a insulté ou vous a lancé une pique. Comment vous êtes-vous senti? Qu'avez-vous répondu? Et surtout, comment auriez-vous pu répondre si vous aviez eu en tête les approches que nous venons de décrire? Le simple fait de se poser ces questions et d'imaginer des scénarios différents constitue déjà un entraînement. Plus vous vous projetez dans ces situations, plus vous développez votre agilité verbale et votre capacité à rester calme. Petit à petit, vous deviendrez cette personne qui ne se laisse pas ébranler et qui sait renvoyer la balle avec classe ou fermeté, selon la situation. Alors, laissez un commentaire pour partager vos propres expériences, vos anecdotes les plus mémorables ou même vos ratés qui vous font sourire aujourd'hui. Et bien sûr, si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer ces thématiques, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En définitive, répondre à une insulte, ce n'est pas seulement humilier celui qui vous agresse, c'est avant tout une manière de dire « Je suis à l'aise avec moi-même, je ne me sens pas menacé et j'ai suffisamment d'esprit pour gérer cette situation. » Et parfois, la meilleure riposte consiste à ne pas riposter du tout, mais à regarder l'autre avec un sourire qui en dit long. Dans le monde moderne, où tout va très vite et où les réseaux sociaux peuvent amplifier les moqueries ou les insultes, savoir garder son sang-froid et sa dignité est un atout de taille. Il suffit de voir combien de clashs virtuels finissent mal, simplement parce que les gens n'ont pas su prendre du recul ou faire preuve d'un peu d'humour. À l'inverse, on se souvient toujours de ceux qui ont su répondre avec classe et intelligence. On cite encore aujourd'hui, des décennies plus tard, les bons mots de Winston Churchill, de Groucho Marx, 1890 à 1977, de Don Rickles, de Mark Twain et de tant d'autres. À chaque fois, ce qui ressort, c'est la marque d'un esprit affûté doublé d'une profonde confiance en soi. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle. Tout dépend de la relation que vous avez avec la personne en face, de l'environnement, un spectacle, une réunion, un cercle amical et de votre propre tempérament. Certains préfèrent la répartie directe, d'autres l'humour subtil, d'autres encore la mise au point ferme mais polie. D'autres enfin choisissent l'indifférence ou le retrait. L'important, c'est de ne plus se retrouver démuni. Et si, malgré tout, vous n'avez pas la réplique parfaite sur le moment, ne vous en faites pas. Cela arrive même aux meilleurs. Le mot d'esprit qui nous vient en tête 3 heures après la fin de la discussion, c'est le fameux « esprit de l'escalier » décrit par Diderot, 1713 à 1784. La prochaine fois, vous serez mieux préparé. Enfin, je vous encourage vivement à partager vos questions, vos remarques et vos propres histoires dans l'espace des commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où vous auriez adoré avoir la bonne répartie, mais où vous êtes resté sans voix? Ou au contraire, y a-t-il une situation où vous avez su vous défendre avec élégance et qui vous a valu le respect de votre entourage? En parlant de vos expériences, vous aiderez les autres à progresser et vous développerez votre propre réflexion. Nous formons une communauté où chacun peut apprendre de l'autre, que ce soit par des anecdotes personnelles, des conseils avisés ou des références culturelles supplémentaires. C'est aussi la meilleure façon de se soutenir dans un monde où la communication peut devenir un champ de mine, entre les provocations sur Internet et les tensions dans la vie réelle. Alors, n'hésitez plus, laissez un commentaire, réagissez, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur le développement personnel, le charisme, la confiance en soi et tout ce qui touche aux relations humaines. Et si vous souhaitez monter d'un cran votre assurance et votre aisance en public, pensez à vous renseigner sur les formations ou les guides qui proposent un programme structuré.
Les quelques témoignages que nous avons évoqués montrent bien qu'avec la bonne méthode, on peut faire de grands pas en avant en quelques semaines à peine. Une fois que vous aurez goûté à la sensation d'être à l'aise quel que soit le contexte, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière.